tu es une machine de 100 kilos de muscle. Tu sais qu'on va faire un comparatif et on verra à la caméra. Vas-y, tu peux poser ton bras. Mais je pense que tu es beaucoup plus massif que moi. Tu fais plus ou moins 40 000 € de chiffre d'affaires par mois. Gérer des gros budgets de musclés entre 200 et 500 000 € par mois. Qu'est-ce qui fait que tu as quitté la France? Surtout quand tu vas chez le médecin, il faut une ordonnance en France Ah pour oui, X trucs, etc. T'as pas besoin d'ordonnance. Ouais. Tu vois, c'est cette facilité en fait des choses. T'as déjà joué vite fait au golf? Alors moi j'ai déjà joué au mini-golf, il faut savoir que je suis imprenable. Mais au golf comme ça, jamais. Boum! Bienvenue dans le nouvel épisode de Golf & Cash où je m'entretiens avec des véritables mastodontes du business. Et on va parler principalement entrepreneuriat, expatriation Thaïlande et investissement notamment. Et tout ça dans une salle de golf. Donc on est dans un simulateur de golf, on va s'amuser. Et d'ailleurs j'en profite, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, c'est seulement le deuxième épisode. Je me suis entretenu avec un millionnaire qui nous parle aussi de son parcours et pourquoi il s'est expatrié. Donc vous pouvez aller voir la vidéo, c'est super sympa. Et là c'est le deuxième podcast. Et je suis avec Tom Tiberghien. C'est ça? Excellent. J'ai noté quelques faits sur toi. Bon, déjà pour t'introduire, tu es coach pour coach sportif. Exactement. Donc tu es purement dans l'infoprenariat et en fait tu aides les coachs présentiels à digitaliser leur activité en ligne quoi, pour Ouais, travailler. avoir plus de clients, surtout sur Ouais. la partie présentielle dans un premier temps. C'est ça. Je sais que tu as regardé un petit peu les notes que j'ai prises sur toi juste avant. Non. Bah, du coup, ça va être la surprise. J'allais t'introduire en expliquant que tu es une machine de 100 kilos de muscle. C'est plus ou moins, tu pèses combien? Plus ou moins 100 kilos. Là je fais 97. Mais 97, j'ai- ah bah voilà. J'ai un petit peu perdu. Ouais. Ok. Là Ouais. je suis en maintien. Ouais. Voilà, donc 97. Et donc, tu n'es pas coach sportif pour rien. Enfin, tu sais ce que tu Ouais, vends. ouais. J'ai mis que tu pesais en moyenne plus ou moins, c'était la moyenne, je pense. Tu fais plus ou moins 40 000 € de chiffre d'affaires par mois. Exactement. Voilà. Et en plus, tu as une très belle marge. On va pouvoir en parler ici, notamment parce que bah, tu n'as pas beaucoup d'équipes. Donc, c'est quand même bien. Tu gères beaucoup de pôles dans ton entreprise. Ça tourne bien. Enfin, 40 000 € à ton stade, c'est pas mal. On va en parler ici. Et alors, on peut le dire, tu t'es quelque sorte expatrié en Thaïlande. Alors, c'était pas officiel et je pense que c'est pas encore officiel. Mais tu es venu et puis tu m'as dit oui, je vois. Et puis finalement, tu es resté plus longtemps que ce que j'avais exactement, imaginé. Et là, exactement. maintenant, tu es ici depuis des mois en fait. Exactement. Bah, on avait tourné un premier podcast pour le Oui, Freelab, c'est vrai, c'est vrai. en Et tu es février. toujours là, donc j'ai l'impression que c'est un petit peu une expatriation. C'est pour ça qu'on va parler de tout ça aujourd'hui. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé le sport? C'était quoi? J'imagine que tu es un grand sportif au point de faire de ta passion un business finalement. Ouais, carrément. Bah, moi, j'ai commencé le sport alors très très jeune par le football exactement. C'était plutôt sport co depuis mes 6 ans. Ouais. Donc de mes 6 ans à 18 ans, j'ai fait du foot. Et après, en fait, forcément, moi j'ai grandi d'un coup, tu vois. Donc j'étais très très fin et très très grand. Je faisais Ouais. en fait la même taille 1m90 pour 68 kg. Aujourd'hui, je fais 97 kg. Et à ce moment-là, je me suis lancé dans la muscu donc en fin 2017. Bah, maintenant, on est en 2025, donc ça fait quelques années déjà que je m'entraîne. J'ai côtoyé pas mal de coachs sportifs durant tout ça, mais ouais, voilà, exactement. Pour qu'on se rende compte de la masse, peut-être que tu peux. Non, non, je pense, mec, je pense que t'as des plus gros bras que moi. Ouais. Ah, je pense pas. Vas-y, on va faire. Tu sais qu'on va faire un comparatif et on verra à la caméra. Vas-y, tu peux poser ton bras. Mais je pense que tu es beaucoup plus gros, beaucoup plus massif que moi. Voilà, donc tu as commencé le sport très tôt alors. Ouais, exactement. À 6 ans. Et après, bah, je me suis mis dans la muscu à 17 ans, 18 ans. Pour aller directement dans le vif du sujet, je sais que tu coaches, tu formes des gens, des coachs sportifs en France, mais j'ai l'impression que le coaching sportif en France, dans les salles en présentiel, quand je les vois, ils galèrent un peu les gens. Et ma question c'est pourquoi à ton avis, maintenant c'est ton métier, donc tu peux le dire. Ouais, je pense qu'en fait, si tu veux, bah, surtout en France, peut-être en Belgique aussi, ça doit être pareil, mais aujourd'hui, les coachs se forment beaucoup sur comment en fait, développer leurs propres compétences, comment bien coacher en anatomie, en physiologie, toutes ces choses-là, et pas forcément en fait sur la partie business. Et d'ailleurs, dans les formations des coachs sportifs, que ce soit BPGEPS, CQP, bref, toutes les formations qui nous permettent d'avoir la carte pro, on oublie souvent cette partie. Et donc forcément, bah, ils arrivent en salle, ceux du moins qui se lancent en tant qu'indépendants, ils galèrent, ils ne savent pas forcément comment développer leur activité. Ok. Donc ça teste des choses, prospection, flyer, carte de visite, mais c'est souvent bloqué à l'ancien temps. Surtout si on parle des coachs en présentiel. Et toi, tu as commencé comme ça? Alors moi je suis pas coach sportif, hein. Je suis pas coach sportif de base. T'as pas fait ça de base? Non, j'ai pas fait ça. J'ai failli en fait devenir coach sportif en parallèle où je passais mon master en marketing digital. Mais en fait j'avais trop de potes coach sportifs qui galéraient. Et je me disais ouais tu non, t'es dit ok. j'ai pas envie de faire ça, c'est mort. Par contre, je pourrais en aider un justement. Et j'ai commencé à aider un Ok. copain comme Et ça, que- coach sportif. Ça a très bien marché. Puis un deuxième, un troisième. Et du coup j'ai tout quitté pour. Et d'où te viennent ces compétences? Ouais, très bonne pour pouvoir, question. l'aider Bah, en fait, j'ai acquis des compétences dans le dropshipping à la base oui. quand j'avais lancé des boutiques e-commerce, surtout sur la partie publicité. Donc, moi, je suis média buyer aussi de formation. J'ai fait une formation en tant que média buy et gérer des gros budgets publicitaires entre 200 et 500 000 € par mois
notamment des audioprothésistes. Donc en gros, je faisais la même chose pour des audioprothésistes dans une boîte en alternance. Donc c'est là que j'ai acquis pas mal de compétences et forcément après j'ai mis ça au service des coachs sportifs en alliant passion et business. Quoi. Ok. Et je te propose qu'on fasse une petite pause. Si j'appuie sur ce bouton, il y a quelqu'un qui va arriver pour prendre notre commande littéralement et on peut manger, on peut boire, on peut faire… moi je pense que j'irai manger plus tard mais on va déjà prendre quelque chose à boire. Du coup, comment tu t'es finalement lancé T'as aidé un pote? Ouais, c'est ça. Et c'était quand exactement? Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'était en 2023 que j'ai commencé à aider un pote dans ça. J'étais en alternance à ce moment-là, je le faisais pour les audioprothésistes. J'ai aidé un pote en parallèle, mais je cumulais en fait études, alternance plus ça. Donc j'avais démarré tranquillou en fait. Je m'étais dit à la fin de mon alternance, je me lancerai pleinement. Mais finalement, ça a pris le dessus. Mais ouais, 2023, je commençais à aider un pote, un deuxième, un troisième. C'est venu comme ça. Et après, tu en as fait un business. Voilà, après j'en ai fait un business, création de contenu. Au départ, j'étais que en organique. Je lançais pas des ads parce que j'avais peur d'être overbooké, sachant que j'avais les études et tout. Donc c'était un peu compliqué. Mais ouais, au départ, setching, organique à fond, outreach. Et après, j'ai lancé les ads direct. C'est là où ça a explosé. Quoi. Maintenant, comment se structure ton activité? C'est quoi ta source d'acquisition? Comment tu vends? Parce que j'ai l'impression que maintenant, c'est stable. C'est quoi le système? Ads, funnel Full VSL, ads, toi. ouais. Enfin, moi j'attendais une chose, c'était de lancer les ads comme un bourrin. Quoi. Ouais. Donc j'ai lancé les ads à fond. Le système, il est clair, c'est ads, tu as des leads, tu les closes et tu fournis ton produit digital. Ads, funnel VSL, donc avec Ouais. une VSL, une vidéo sales letter, ça éduque le prospect, Ouais, on c'est book un ça. call, Oui, on prend un appel et ça close. Après un petit peu d'organique aussi, hein, je continue à oui, publier, bien sûr, mais j'ai c'est vu. J'ai vu d'ailleurs que tu es en train de percer sur une trend que tu as créée. que j'ai créé, clairement. Tu as créé une trend, on pourra la rajouter ici. C'est qu'en fait, tu bouffes et il y a quelqu'un qui pique ta bouffe exactement. et tu mets des phrases du style quand quelqu'un te vole tes calories de la journée et tu regardes comme ça la personne. Et j'ai vu que tu as sorti 2-3 vidéos comme ça, elles explosent toutes. Ouais, elles explosent toutes. Donc toi, tu es full ads, enfin, tu fais aussi de l'organique bien sûr. Tu les rediriges vers un tunnel et ta particularité, c'est que tu n'as même pas d'équipe de vente. Exactement. Tu fais tout seul. Alors j'ai un setter téléphonique, mais ouais, j'ai pas de closer, j'en teste quelques-uns, jamais été trop satisfait. En fait, j'ai pas assez, je pense, de volume de call, pour vraiment commencer à prendre un closer. Donc c'est peut-être une fausse croyance. Hein. Oui, je pense que ça peut être une fausse croyance aussi. Et aussi, on a du mal à s'imaginer que la personne, elle va mieux faire que nous, etc. Évidemment. Et j'avoue, c'est très compliqué. Moi-même, pour le Freedom Lab, j'ai géré des équipes de vente. On a eu jusqu'à 10 closers. Je peux garantir que gérer une équipe de vente, c'est pas simplement leur expliquer la trame ou expliquer comment vendre ton produit ou simplement expliquer ton produit. C'est qu'en fait, derrière, il faut les motiver, il faut les manager. Tout ce qui fait qu'une équipe de closers, elle va performer parce qu'il faut pas oublier que toi, c'est ton business. Donc toi, tu iras jusqu'au bout de la vente pour aller chercher les thunes parce que tout t'appartient. Eux, ils sont payés à la performance. Il suffit qu'ils aient 2-3 no-shows, ça y est, boum, ils sont à moitié démotivés. L'émotionnel. Il faut déjà c'est un travail, en fait, avoir une équipe, même si tu n'avais qu'un closer, il faut tous les jours prendre un appel avec lui. Ouais. Et en fait, la majorité de ton taf, en tant que sales manager, c'est motiver les équipes et puis derrière, bien sûr, donner de l'enseignement, écouter les appels, corriger les appels, mais c'est pas ça le plus important, c'est le mindset du commercial, moi j'ai remarqué. Et après, il y a peut-être la fausse croyance de dire, je sais pas, mais après, tu fais déjà pas mal de résultats comme ça, je pense. Non, je suis très très bien, je me plains pas, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, il va falloir que je sorte en effet des calls. Surtout que pour mes coachs sportifs, une fois que je les fais passer aussi en ligne, parce que j'ai un deuxième accompagnement où je fais scaler aussi en ligne, on construit aussi des équipes de vente pour eux. Ah d'accord. Donc, moi je le fais pour eux, tu vois, mais j'ai pas encore beaucoup de closers non plus à mes côtés. Et d'ailleurs, comment on s'est rencontrés? Parce que j'avais une formation de setting closing et tu avais recruté quelques setters chez moi. Exactement. Et j'ai une question maintenant pour bien comprendre tout l'ensemble de ton produit. On a compris ce que tu faisais, comment tu faisais ton acquisition, comment tu vends et qu'est-ce que tu délivres, c'est quoi derrière? Ce que je délivre en fait c'est des résultats forcément, mais je veux dire c'est très simple. Hein. Il y a la formation pour qu'eux puissent se former de leur côté, l'accompagnement où on va les suivre avec un one-one par semaine, donc j'ai un CSM pour assurer les one-one chaque semaine, atelier de groupe hebdomadaire, et puis voilà, on discute avec eux et en fait on les fait péter. Donc c'est un accompagnement de 3 mois en fait. 3 mois, en général ils sont full au bout de 1 mois et demi, tu vois, maximum. Et c'est à ce moment-là où la plupart, vu qu'ils sont full en présentiel, veulent développer le en ligne et moi je propose que l'accompagnement en ligne à ceux qui sont passés par mon présentiel. Ce qui me fait une belle LTV par client. Tu vois. Ok, donc tu as moyen de les upsell quoi. Ouais, ce qui me fait une très très belle LTV. Et avec ce système alors, quels sont les revenus que tu peux générer? On a parlé de 40 000 € par mois de CA, c'est plus ou moins la moyenne que tu fais? Ouais, c'est plus ou moins la moyenne que je fais. Alors forcément, il y a des hauts, il y a des bas. En moyenne, on reste entre 20, tu vois, 20, 25 et 40, 45. Avec 80% à 90%. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu as 90% de marge, donc en fait c'est presque tout dans ta poche. Il faut savoir que du coup tu n'as pas d'équipe de vente, pour que les gens comprennent bien. Hein. Parce que moi, vu que je formais des gens au setting closing, j'ai également une autre cible, des personnes comme toi qui me demandent des setters closers. Je vois beaucoup d'infopreneurs qui me contactent pour me dire
Ah, il me faut des setters closers. Ils ne font même pas de CA. Ok. Ils n'ont jamais vendu leur offre, ils n'ont jamais vendu leur offre eux-mêmes, donc ils seront encore moins à même de déléguer la tâche à quelqu'un. Et en fait, ils se rendent pas compte, ils sont là, ouais, pour faire de l'argent, j'ai besoin d'avoir des closers, des closers. Je dis, mais attends, tu fais même pas 5 000 € par mois. En fait, tes 10 000 premiers euros, fais-les toi-même, hein, et après tu demanderas des closers. Comme si, même tes 20 premiers 1000 €. Mais oui, c'est ça, en vrai. moi, je me rappelle, Freedom Lab, j'étais le seul closer, je faisais 30 000 par mois pendant 6 mois tout seul. Et en fait, à un moment donné, bien sûr, pour scale, il faut déléguer, il faut recruter des personnes. 100%. Mais c'est pas forcément quand on voit aussi ton parcours. Ça fait combien de temps que tu fais cette activité exactement? J'ai commencé en 2023, mais que j'ai vraiment lancé, on va dire, fin 2024. Hein. Ok. Et depuis tout ce temps, tu es tout seul? Depuis ce Pas temps- d'associé ouais, aussi? Pas d'associé, solo. Alors j'ai une équipe sur la delivery, j'ai une équipe, Oui, j'ai oui. un setter, mais ouais, au closing, je suis solo. Et est-ce que tu te sens débordé? Parce que peut-être que les gens qui nous regardent se disent, ouais, mais il a beaucoup de boulot. Est-ce que c'est difficile en termes de charge de travail? Alors, oui et non. Forcément, ça implique de travailler. Après, moi, j'aime trop travailler. Ouais, je pense que si t'es bien organisé, 5-6 heures de taf par jour. Quoi. 5-6 heures. Non, mais si t'es bien organisé. Pour 40 000 € à 90% de marge. Non, mais c'est ok, c'est ok. C'est ok, c'est relativement Du coup, ok. ouais, non, mais c'est parce que les gens qui nous regardent, tu sais, il y en a, ils font même pas 10 000 quoi. Enfin, après, non, la plupart des gens qui me regardent en général aussi, c'est des gens qui font aussi pas mal de thunes. Parce que j'ai des personnes qui viennent dans le podcast qui font déjà pas mal de thunes et on parle beaucoup investissement. Et on va en parler juste après. Je voulais briser un mythe avec toi parce que dès que tu proposes un coaching en ligne ou une formation, on te pose l'étiquette de arnaqueur. Alors que 100%. quand c'est une école traditionnelle délivrée par l'État, alors là, c'est tout de suite plus sérieux aux yeux des gens. Déjà, ma question, c'est pourquoi selon toi? Et j'aimerais quand même rappeler que finalement, tu as un master universitaire, tu as été à l'université, tu maîtrises ton domaine. Donc pour moi, tu as la même légitimité qu'un prof à l'école. Imaginons tu veux aller à l'école parce que les gens, dès que tu parles d'université, d'école, c'est sérieux. Mais le prof qui t'enseigne à l'école, il a le même master que toi. Ouais, 100%. Donc pourquoi, toi qui as la même compétence que cette personne, on va dire c'est une arnaque, c'est un coach en ligne? Parce qu'en plus, tu coaches des coachs, oh, c'est une arnaque. Ouais, Pourquoi les gens pensent comme ça? On en parlait, si tu te rappelles. Ouais, on ouais. a un pote, Louis, qui fait aussi des accompagnements dans le coaching sportif aussi. Sauf que lui, il a réussi à brander son truc de sorte à ce que ce soit une école. Exactement. Et alors tout le monde voit ça comme quelque chose de sérieux. Pourquoi nous, dès qu'on vend une formation, c'est pas sérieux? Très bonne question parce que je la pose tous les jours à tous ceux que je rencontre. Ouais. Mais et tu vois, encore hier, j'ai eu un closing où c'était le cas et les mecs, tu dois les rassurer à fond. Mais c'est vrai qu'on a ce positionnement d'arnaque, je ne sais pas pourquoi, mais certainement ça vient de fausses croyances tu vois, des anciens qui n'ont pas l'habitude justement de voir de la publicité, des gens sur les réseaux. À mon avis, quand tu parles d'argent de suite, tu es assimilé à arnaque, Oui, surtout mais en c'est France, bien sûr, francophonie. je pense, que ouais. c'est ça. Et je pense aussi, c'est ma petite théorie, c'est que c'est vrai que quand tu vas à l'UNIF, les gens qui t'enseignent, les profs, ils sont recrutés sur base aussi d'un CV, c'est des gens qui ont fait des études aussi, et c'est sérieux. Alors que nous, bien sûr qu'on est compétent dans ce qu'on fait, mais en fait le problème avec nous, c'est que dans notre monde, dans l'infoprenariat, c'est que n'importe qui peut s'improviser du jour au lendemain expert dans quelque chose. C'est ça. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie, quelqu'un qui n'a aucune compétence, il peut se lever demain et dire Exactement. je suis coach expert en finance et je vous aide à investir dans la bourse, alors qu'il n'a peut-être pas les compétences. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu trop d'abus. 100%, tu l'as bien dit. En fait, les barrières à l'entrée, elles n'existent pas. C'est-à-dire que tout le monde peut se lancer dans le marketing digital. C'est très très peu contrôlé et forcément, je pense que il y en a qui délivrent pas, qui closent à fond, qui ne délivrent pas, et qui impactent le marché. Après, je pense que ça se voit sur les résultats durables de la personne, parce que tu sais ce que tu fais, tu délivres un produit de qualité. Les mecs qui font de la merde, de toute façon, à un moment, ils coulent. Et puis tu le vois en ligne, sur leur présence en ligne, ils ont que des avis négatifs. Mais c'est sûr que nous, on a des résultats de fou. On a énormément de témoignages, tous les membres qui réussissent. Pareil, donc ça, c'est cool. Exactement. Parce que c'est important en fait, si tu veux. En fait, quand tu veux faire un business et faire des résultats dans le temps, il faut faire les choses correctement. Exactement. Tu parlais de Louis avec ce positionnement école, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est que le mec il fait une story, tout le monde le voit comme une école, quoi, comme une institution. En fait, j'ai ma certif The Prep Dad. Ouais. Mais d'ailleurs c'est simple, hein. Depuis le jour où j'ai mis dans mon accompagnement que je certifiais les élèves, tout de suite c'est plus sérieux. Ouais. Et je peux en soi les certifier, enfin je veux dire j'ai les compétences, j'ai été à l'UNIF aussi et ce que j'ai appris quelque part, je le transmets à travers mon accompagnement. C'est ça la réflexion que je me disais. Quand tu vas par contre, si on prend les écoles, les universités et tout, on sait que le processus il est long, c'est 3 ans le bachelier, 5 ans les études universitaires. Donc quand tu vas à l'école, dans une institution du gouvernement, tu fais énormément, tu restes longtemps, les résultats sont discutables et je vais expliquer pourquoi. Alors que tu apprends vraiment des trucs hyper avancés, techniques. Tu parlais tout à l'heure d'anatomie, tu apprends la physique, la biomécanique. J'imagine que tu as eu des cours de biomécanique. Tu apprends des trucs hyper poussés, des théories hyper avancées. Et finalement, les gens qui font ces études-là, je vais donner 2 exemples concrets. J'ai des potes, ils ont fait des études, des masters en sport. Ils terminent à l'accueil de Basic Fit.
à conseiller, à faire les abonnements Basic Fit des gens. Et ils ont étudié pendant 5 ans la biomécanique, la physique, la chimie, toutes ces choses-là, l'anatomie. Pareil, en marketing, moi j'ai fait un master en marketing. Les gens qui ont terminé en même temps que moi, ils sont à l'accueil d'une banque et ils sont en train de guider les gens. La personne suivante, numéro 34, en fait, ils guident les gens dans une banque. Et en fait, tu étudies des trucs de malade, tu fais ça pendant 5 ans et c'est ça que j'aimerais expliquer aussi aux gens. C'est que ça, par contre, les gens ne vont pas se dire une seule seconde que ça, c'est ça la vraie arnaque finalement. Exactement. Parce que c'est ça la vraie arnaque. Ouais, mais c'est ouf, parce que c'est dans les mœurs en fait. C'est ça. C'est dans les mœurs. Parce que nous, quelqu'un qui voudrait suivre notre accompagnement, en quelques mois à peine, ils changent complètement de vie, ils ont des résultats concrets. L'école, t'es pas garanti que tu auras un taf qui te convient, qui te plaît ou que même tu vas trouver un taf. Exactement. Parce que moi, j'en connais plein qui sont diplômés, ils n'ont pas de taf. Ah, mais 100%. 100%. J'avais une question, mais je pense qu'on vient d'aborder ça un peu rapidement. C'est quelles sont les objections fréquentes de tes clients? Je pense déjà, vous êtes une arnaque. J'ai eu un truc sympa hier, un mec qui me dit c'est très bien ce que tu proposes, mais si ça marchait, ça serait connu. Ouais. Ça se saurait. Il m'a dit ça se saurait. Eh ben, c'est justement ce que j'allais te dire. C'est qu'un truc qui peut aider à soulever cette objection, c'est même pas d'essayer de débattre, de te justifier, parce que ça va créer de la friction avec le prospect. Le meilleur moyen de sauter l'objection, c'est en fait d'avoir une présence en ligne suffisamment poussée. Par exemple, une page Trustpilot bien avancée, un site qui montre que tu as des certifications, des témoignages encore et encore. Une vraie institution, une vraie présence en ligne, ça pourrait déjà annuler cette objection. Tu vois. Parce qu'ils disent, si ça marchait, ça saurait tout. Mais en fait, si tu es le number one en ligne, tout le monde te fait confiance. À un moment donné, 100%. Moi, je me rappelle avec le Freedom Lab, on avait tellement de présence en ligne, tellement de témoignages et de gens. Et alors, on faisait aussi des réunions avec les gens, on enregistrait, on mettait ça en story, on faisait des lives, etc. On certifiait les élèves et on montrait ça sur nos pages de vente, sur nos sites web. Moi, j'ai même beaucoup d'élèves qui sont venus me voir. J'ai fait des podcasts avec eux, j'ai même fait un podcast avec toi. Ça n'était pas mon élève, mais voilà. J'ai fait des photos avec eux avec le diplôme comme ça. En fait, quand tu as toute cette présence, alors l'objection n'existe plus. Ils se disent ah oui, ok, d'accord. Ouais, 100%. 100%. Moi, j'ai pas autant une présence que en fait, je tourne uniquement en ads. Je fais un peu d'organique, mais par exemple, mon YouTube n'est pas très développé. D'ailleurs, c'est un petit peu mon point faible. Mais c'est vrai que toi, vous aviez un Trustpilot, ces choses-là. Bien fourni. Et tout bien sûr réel. En fait, je pense que si tu as une bonne notoriété, une bonne image, une bonne présence qui n'est pas salie, et notamment en délivrant un produit de qualité, comme on disait tout à l'heure, en fait, si tu as les compétences pour délivrer un truc, bon, déjà, il faut les compétences, il ne faut pas être quelqu'un qui s'invente, qui s'improvise expert, et ensuite que tu délivres un bon produit, tu auras derrière une social proof de dingue, et donc une bonne notoriété, une bonne image, et après, tu sautes les objections quand même qu'elles arrivent. Après, en fait, j'ai énormément de social proof. J'ai, je pense, une 50aine de témoignages clients. D'ailleurs, on en tourne chaque semaine. Ah oui. Mais les gens s'en foutent en fait. Ah d'accord. J'ai beaucoup ça justement. Ouais, mais les témoignages, ça peut être faké, tu vois. Ouais. Genre, j'y crois plus trop. Mais pas vraiment. Par exemple, moi, ce que je faisais pour sauter cette objection-là, c'est que je faisais directement venir les prospects au live où je coachais mes élèves, mes vrais élèves. Moi, si tu veux, il y avait deux réunions de coaching dans mon accompagnement. En fait, c'est comme si tu allais à l'université dans ton auditoire et le prof, il te donne cours. Ben, moi, j'invitais les prospects au cours. Petite séance découverte. Tu sais, à l'UNIF, qu'est-ce qu'ils font à l'UNIF? Ils font pas des séances découvertes. Quand vous passez à l'UNIF, il y a des jeunes, ils font des portes ouvertes. Eh ben moi, je fais des portes ouvertes de prospects. Et en fait, je vais faire ça. Ah bah let's go. Et dans mes calls, il y avait parfois des prospects, bien sûr, j'imposais un cadre et je disais, attention, dans cet appel, c'est un appel découverte. Il y a des gens qui sont intéressés par faire du setting closing, mais qui ne sont pas encore ici. Et donc, je demandais à ces personnes de ne pas forcément interagir, mais pourquoi pas poser les questions dans le chat. Et bref, je faisais des portes ouvertes comme à l'UNIF. Et là, en fait, tu ne peux pas faker ça. Et pareillement, moi, la majorité de mes témoignages, j'ai instauré ces cours-là en ligne, comme si j'étais devant un auditoire, mais virtuellement. Je les enregistrais et moi, c'était ça que je montrais comme témoignage. Parce qu'effectivement, sur les sites web, sur Trustpilot, tu peux faker. Tu peux demander à quelqu'un de mettre des faux avis. Mais quand quelqu'un parle à la caméra, que vous êtes 20 dans l'appel et que finalement tu dis alors comment ça s'est passé ta semaine et qui te dit ah ben j'ai gagné 4 000 € cette semaine, c'est pas fake, tu peux pas dire que c'est fake, c'est du live, tu vois. Et donc ça c'est trop bien ça. C'est pas mal ça. Et d'ailleurs j'en profite. Je le garde dans un coin de ma tête. J'en profite, je fais pas du tout du mentorat ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même accepté quand le projet me plaît, ça m'arrive de faire du mentorat sur de l'infoprenariat. Même si ce n'est pas mon activité principale, je le fais. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez prendre un call avec moi, je le mettrai ici juste en dessous. Il y aura des passages, on va jouer au golf et je vais te poser des questions. Ok, donc là tu vas jouer au golf et tu vas voir, on va voir nos performances directement ici. Au même temps que Tom va jouer au golf, je vais lui poser quelques petites questions, intéressantes sur lui, sur sa personne, sur son parcours. T'as déjà joué vite fait au golf? Alors moi j'ai déjà joué au mini-golf, il faut savoir que je suis imprenable. Mais au golf comme ça, jamais. Quelle est la compétence, Tom, le trait de personnalité qui t'a permis d'être ici, si jeune, 24 ans, expatrié en Thaïlande, avec de beaux résultats? L'audace. Successful, on va dire. L'audace. Tu dois focus à taper dans pas la balle, en bas de la balle. Dans le truc. Ouais.
dans le T qu'on appelle. Est-ce que je suis bien placé déjà? Tu pourrais reculer un peu, écarter tes jambes. Boum! Et là, tu vois ta performance. J'en profite pour te poser une question, Tom. Vas-y, dis-moi. Tu peux jouer tout en me répondant calmement. Ça sert à quoi de faire un max de pognon? C'est quoi ton goal dans la vie, en fait? Mon goal dans la vie, c'est de vivre à la montagne, dans un putain de chalet avec un Starlink, un lac et pêcher. C'est vrai? Ouais, ramener toute ma famille. Tu te lèves le matin, la vision qui t'anime chaque matin, c'est ça? C'est ça, mec. Ok. Non, et après, faire plaisir à la famille. Ouais. Moi, j'aimerais- Et globalement, faire un max de pognon, ça apporte quoi l'argent dans ta vie de manière générale au quotidien? Bah, énormément de facilité, honnêtement. Bon, après, je dis ça comme si j'avais 1 million. Mais, fou, tu sais. Bah en Thaïlande, Non, mais en le vrai- coût de la vie est tellement bas Oui, que… voilà, c'est ça. T'as envie d'investir plus, t'as envie d'aller quelque part, tu y vas. T'as envie d'inviter un copain, tu y vas. T'as envie de faire ci, tu y vas. T'as pas trop de… Ouais. Enfin, c'est beaucoup plus simple et puis même aussi ça te permet de connecter avec des personnes qui sont comme toi. Mhm. Donc voilà. Petite balle, excusez-moi monsieur Dame. Ah, les petites balles. Ouais, ça va, tu t'en sors bien. Et toi Brian, pourquoi tu fais un max de cash? Ah, c'est intéressant que tu me poses la question. Bah, je vais répondre directement. Alors pour moi, le goal de faire un maximum de cash, il peut t'arriver n'importe quoi, tu auras toujours de l'argent pour couvrir les problèmes de la vie. Donc c'est plus agréable, plus confortable, et puis tu peux te faire plus de plaisir. Mais pour moi, faire un maximum de cash, ça t'apporte aussi la liberté. Ouais, La liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, de ne pas avoir de patron, et en fait d'avoir le plein contrôle de ta vie. Pour moi, c'est ça l'important de faire du cash. Bah, c'était très beau, j'ai envie de t'embrasser. Ouais. Allez, bien sûr. Ouais, c'est ça, pour moi c'est ça. Non mais moi aussi en fait, ça rejoint forcément ça. Du coup, j'aimerais passer dans la deuxième partie du podcast, c'est l'expatriation. Qu'est-ce qui fait que tu as quitté la France et pourquoi finalement tu restes un peu plus longtemps en Thaïlande que prévu? J'avais toujours eu ce projet d'expatriation, je m'étais dit une fois que je finis mes études, je pars à l'étranger, je savais pas trop où, j'avais plutôt Bali en tête à la base et du coup bah, je suis parti en fait en Asie un petit peu depuis janvier en fait. Je me suis dit vas-y je pars en Asie, je fais plusieurs pays, je regarde ce qui me plaît. À la base je devais pas revenir en Thaïlande et en fait je me suis dit Bangkok j'ai bien aimé, Bali j'ai adoré aussi mais Bali il y avait trop de distractions en fait. Et oh la petite soda water. Et notre commande arrive. Thank you. Kopunka. On pourrait prendre des gros mojitos et tout, Ouais. on va rester sérieux. Tiens mon copain. Vas-y, merci. Avec le petit citron. Du coup, la Thaïlande, en fait, j'ai adoré parce que justement, à Bali, j'ai pas fait, je pense, ces rencontres Ouais. que j'ai fait en Thaïlande. Et je m'étais dit, vas-y, je vais revenir ici parce qu'il y a de quoi faire. Et j'avais bien kiffé la vie en condo, en fait. Ah oui. Et pourquoi? En fait, le luxe est accessible. Le luxe est accessible. Piscine. Ouais. Ouais, piscine, sauna, hammam, gym. Des fois, il y a des golfs aussi Ouais. comme ça. On montrera après, on est dans un golf en fait, on Ouais. dirait pas. Mais… Ouais. Donc en fait, tu as tout ce luxe. D'accord. Ouais, t'as tout ce luxe Salle de accessible. sport, salle de coworking, tout. Coworking, voilà. Et du coup, tu es très très focus, en fait. Ouais. Comme tu as dit, quand tu te lock-in, Ouais. tu peux travailler plus, tu gagnes du temps, de l'énergie, donc de l'argent. Ouais. Mais ça peut être dangereux parce que du coup on reste Oui. toujours dans le condo. Quand on regarde les pas sur l'iPhone, des fois on est à 1000 c'est assez- 1000 je suis pas, assez 2000 d'accord, pas. j'ai un peu grossi aussi, c'est pour ça que je dois perdre du poids. Et donc principalement, toi, ça t'intéressait, toi, les logements, c'est ce qui t'a… Et t'as autre chose qui fait que tu te sens bien en Thaïlande? Truc tout con, tu vas chez le médecin, il te faut une ordonnance en France pour Ah oui, X oui. truc, etc. Là, tu vas à la pharmacie, tu veux acheter de la TRT. Non, le mec qui part en couille. Non, mais Tu vas acheter de la testo? Bah, tranquille. Non mais tu vas acheter, je sais pas, n'importe quoi, t'as pas besoin d'ordonnance. Ouais. Tu vois, c'est cette facilité en fait des choses. La fiscalité, on va La pas se mentir. fiscalité, tout ça. D'autres Et le points réseau. Le réseau, beaucoup d'entrepreneurs comme toi Beaucoup. ici. Les gens vont le voir ici, on tourne d'ailleurs ce podcast à Bangkok en Thaïlande. Ouais. Je vais recevoir des dizaines de personnes, beaucoup de réseaux, beaucoup d'entrepreneurs. Et pas que dans le business en ligne, hein. Business physique en ligne. Et d'ailleurs dans ce podcast, je ne vais pas recevoir que des business en ligne. Beaucoup de personnes. Le réseau, il y a d'autres raisons. Je pense que tu as tout cité presque, sauf une raison peut-être que tu n'as pas cité que moi j'aurais dit. Dis-moi tout. La sécurité. La sécurité. Ouais, Ah, c'est vrai. C'est le dernier point que tu n'as pas mentionné, je pense. C'est vrai, tu peux sortir avec ta Rolex ici tranquillou. Tu peux… Non mais voilà, il Non, mais c'est un t'arrivera truc tout rien. con, tu vas à Marseille Ouais. et tu penses à ces choses-là. Je veux dire, voilà. tu laisses tes lunettes là, je sais pas combien elles coûtent, Ouais, mais ouais. tu laisses quelque chose sur la table, c'est débile. Hein. Moi ici, il faut savoir que j'ai déjà oublié des choses dans le taxi. Il faut comprendre qu'ici à Bangkok, les embouteillages c'est un truc de malade. Pour faire 2 km, c'est 1 heure. J'ai déjà oublié mes écouteurs dans un taxi. Le mec,
il me rappelle, il fait 2 heures, il retraverse la ville gratos pour me rapporter mes écouteurs. Bref, Ouais. c'est des gens C'est assez bien éduqués et civilisés. Ouais, la gentillesse aussi des personnes. Ouais. Donc le projet, c'est que tu comptes rester finalement. Ouais, le projet, j'ai pris un DTV pour 5 ans. Boum, Donc là, 5 ans en Thaïlande. Pour l'instant, je teste des zones. Je fais de Airbnb en Airbnb. Un mois Oui, pour par-ci, tester un mois les par-là. zones. Voilà, exactement. D'ailleurs, ça, c'est un conseil qu'on pourrait donner si vous voulez venir en Thaïlande. Il faut quand même tester, je pense, un mois par-ci, un mois par-là. Et ouais, complètement. Et à partir de janvier, en fait, je prendrai un long terme. Ouais. Donc je reviens. Et tu disais, pour que tout le monde nous comprenne, tu dis j'ai pris un DTV 5 ans. Donc en fait, tu viens de faire un visa qui te permet de rester 5 ans en Thaïlande. Exactement. C'est le nouveau visa. Enfin, ça fait Ouais, c'est ça, depuis ils un an. ont sorti des nouveaux visas justement pour les entrepreneurs. Hmm. J'en profite, j'ai beaucoup de requêtes, de demandes de personnes qui me demandent sur les logements, comment trouver un bon logement, dans quel endroit, est-ce que j'ai pas des tips, ou même le visa, tu vois, tu parles du visa DTV. Bah justement, je connais des personnes notamment qui font ça, les visas, les logements, etc. Et j'ai déjà aidé beaucoup de personnes à trouver un logement et des visas, donc je mettrai le lien en dessous si vous voulez des visas ou un logement en Thaïlande, que ce soit même achat ou location, parce que toi t'as pas acheté, mais je connais des gens qui achètent. L'avantage que j'ai, c'est que ça fait 4 ans que je vis ici et j'ai quand même pas mal de contacts ici, et du coup j'aide les gens aussi à trouver condo, visa, location, donc je pourrais mettre le lien ici pour ceux qui s'intéressent. Ouais, non. Quelles sont les plus grandes leçons que tu as pu tirer en business de manière générale qui te viennent en tête? Qui me viennent en tête. Moi, je te donne un exemple. Moi, une des grandes leçons que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas trop vite se sentir surpuissant et scaler son lifestyle. C'est-à-dire que moi, dès que je suis passé de rien à un beau mois, j'ai fait un petit peu l'américain. Ouais. Et quand je dis que j'ai fait l'américain, c'est que notamment j'ai fait une erreur bien précise, c'est que j'ai augmenté les charges fixes de mon lifestyle. Loyer, coaching privé, je m'étais engagé sur des choses long terme qui m'imposaient des charges fixes long terme en pensant que mes revenus allaient être exponentiels jusqu'à ne jamais s'arrêter. Et en fait, le problème, c'est qu'au jour où tu fais un mois un peu moins bien, t'en parlais, peut-être que l'été, tu vas faire un mois moins bien, ah bah là, tu rigoles moins bien parce que tu as plus de charges que ce que tu gagnes. Ouais. Donc ça, par exemple, une leçon que j'ai appris. Est-ce que tu as des leçons business qui te sont arrivées, des erreurs que tu as commises et qui t'ont permis d'apprendre quelque chose? Erreur, moi je dirais en vrai de rester focus sur un seul projet. Et aussi, un autre conseil, c'est faire des choses simples. Ah, c'est vrai ça. Des fois, on veut faire trop compliqué, trop complexe. Choses simples. C'est vrai que tu as raison. Choses simples. Mais partout, en fait, le mot simple, ça s'applique à n'importe quoi. Que ce soit dans un funnel, que ce soit dans. C'est un putain de conseil, ça. Ouais. Maintenant, la grande question, et c'est une question très intéressante. Maintenant qu'on fait du pognon, quand tu as fait du pognon, que tout va bien, qu'est-ce qu'on fait pour préserver ce pognon? Au pire, ne pas le perdre, et au mieux, le faire fructifier. Ouais, je pense déjà qu'il faut bien s'organiser dans ses dépenses, dans son tracking de ses chiffres, etc. Et après investir tous les mois, que ce soit sur les marchés financiers, enfin en bourse, peu importe, que ce soit aussi peut-être sur de l'IMO, que ce soit sur toutes ces choses-là. Je pense qu'il faut se construire un au cas où. Tu vois, il se passe quelque chose. Je parle de ce sujet parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs, ils ne savent pas quoi en faire et ils en dépensent un peu trop. Donc je pense que déjà, le fait de traquer ses dépenses et d'avoir aussi un système de 30% va là, 30% va là, 20% pour les loisirs et je dois au moins allouer X% pour les investissements et ensuite de prendre l'habitude d'investir sur des choses simples. Notamment, il y a plein d'autres trucs, on va parler des choses que nous on maîtrise, la bourse, Interactive Broker, S&P 500, Nasdaq. J'en parlais avec Nico que j'ai eu dans le podcast, c'était le premier podcast Golf Cash avec Nico, multimillionnaire. Il disait un truc que personne ne sait, c'est qu'en fait le simple fait de poser ton argent sur Interactive Broker, donc il faut comprendre que Interactive Broker c'est comme une banque. C'est comme si, parce que je vois beaucoup de gens, ils ont fait des thunes, ils ont 100 000, 200 000, 300 000 sur Wise ou sur Revolut ou sur un compte français, ils en font rien. Et du coup, si tu laisses tes thunes rien que sur un bête compte bancaire en France ou Wise ou Revolut, en fait, avec l'inflation, toi tu crois que ton argent, tu le mets de côté, ton argent, il est en train de fondre sans que tu t'en rendes compte. Donc, le simple fait, et c'est Nico qui donnait ce hack et personne ne le sait, c'est que le simple fait de, au lieu de laisser tes thunes sur un compte en banque, tu les poses sur Interactive Broker, c'est une banque qui est backée par un broker. Et en fait, derrière, le simple fait, tu n'investis pas, on ne parle même pas d'investissement. Tu prends 4% à l'année, donc déjà tu évites l'inflation. Ton argent, il fructifie naturellement. Et après, on peut parler d'investissement. Et tu peux investir sur des ETF genre S&P 500. Bon, pour rappel, S&P 500, c'est un ETF qui regroupe les 500 meilleures entreprises plus performantes au monde. Donc ça ne se crachera jamais. Et du coup, go poser 1 million sur Interactive Broker. Ceux qui voudront mettre sur Interactive Broker, je mettrai mon lien juste en dessous parce que c'est même intéressant. Ces personnes-là, vous pourrez avoir, si ça vous intéresse, vous pouvez avoir 1000 balles justement Interactive. Si vous inscrivez via mon lien, Interactive Broker va vous donner 1000 balles
pour investir sur des ETF, etc. Donc en vrai, c'est intéressant. Énorme. Voilà. Ouais, il donne 1000 balles. C'est la fin de ce podcast, je pense qu'on arrive au bout. Merci en tout cas d'être venu. Et merci d'avoir regardé cet épisode. Tu étais la deuxième personne. Je vais m'améliorer continuellement. D'ailleurs, j'en profite. Mettez en commentaire ce qui était bien, pas bien. Je suis en train de faire le setup un peu moi-même, etc. Peut-être qu'il y a des choses dans la forme ou dans le fond qui devraient être améliorées. N'hésitez pas à me le communiquer. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et je mettrai tous les liens de redirection juste en dessous en ce qui concerne, je sais pas, trouver un logement en Thaïlande, Interactive Broker, pourquoi pas ton Instagram, Tom, pour ceux qui veulent connecter avec toi ou poser des questions. Et merci d'avoir regardé cet épisode. J'en ferai encore plein notamment. Ce sera toujours centré sur le business, l'entrepreneuriat, l'expatriation principalement en Thaïlande, c'est mon domaine, et les investissements en Thaïlande. Voilà, ciao ciao.